Londres s'éveilla dans un brouillard perlé et blafard qui transformait les cheminées en reliquaires assourdis et jetait un voile doux sur le ruban noir du fleuve. Les caniveaux débordaient de la pluie de la nuit dernière, et les presses de Fleet Street vrombissaient comme des cœurs de fer battant sous les côtes humides d'une ville, crachant des feuilles chaudes de papier journal qui sentaient l'encre, le métal et une sorte d'espoir que la ville osait à peine s'avouer. Dans une mansarde étroite au niveau des toits, où la vitre de la fenêtre n'était qu'un film vacillant contre le froid, et où le plafond s'inclinait comme s'il était courbé par trop de secrets, Elinor Hart posa la pointe d'un stylo-plume en argent contre une pierre à aiguiser et l'affûta jusqu'à ce qu'elle brille. Une lame faite de lumière, dernier cadeau de son père, gravé si faiblement que son nom aurait pu être un fantôme apprenant à parler. Elle enveloppa ces mots dans l'armure d'un nom de plume et sentit l'étrange sécurité du déguisement glisser sur elle comme une seconde peau. A. Glace. La chronique qu'elle composa était froide, formelle, dévastatrice. Elle énumérait les irrégularités de l'orphelinat de Saint-Barton d'une voix qui n'accusait pas mais révélait, nommant les vides où des couvertures auraient dû se trouver, des sommes qui s'évanouissaient comme la vapeur d'une bouilloire, un commis parti soudainement et bien opportunément en mer, et elle laissait entendre que des mains distinguées détournaient l'argent des enfants vers des salles de bal où les bougies apprenaient à brûler au-delà de leurs mèches. De l'autre côté du fleuve, dans une maison silencieuse comme un mausolée dont les caveaux auraient été meublés au lieu d'être enterrés, Adrian Everley, le duc de Merrow, lisait A-Glass avec des yeux qui ne sillaient pas. Sa défunte mère avait doté Saint-Barton, et ainsi l'encre ne noircissait pas seulement ses doigts, elle tombait comme de la neige sur des braises, refroidissant ce qui aurait pu s'enflammer en déni, et révélant plutôt la lueur constante d'un homme qui avait appris à compter ses pertes avec soin. Les semaines passèrent, la ville répéta un refrain jusqu'à ce qu'il se transforme en rengaine de café et soit glissé dans les conversations comme une pièce de monnaie pour en tester le son. Ce qui est gardé dans l'ombre dépérit. Elinor observait depuis les embrasures de porte et les ombres projetées par les lampadaires, les imprimeurs chuchoter et les gentilshommes pâlir, une serveuse glisser la phrase dans un rire et un avocat dans une toux. Elle remarquait où la peau de Londres s'amincissait pour laisser passer la lumière. Un garçon aux vêtements luisants de pluie, nommé Kit, courait avec sa copie scellée coincée sous le bras, une flèche fine à travers les flaques et le crottin de cheval, jusqu'aux marches de M. Silas Fallow, son rédacteur en chef, qui marmonnait des bénédictions et des marchandages avec l'humidité comme s'il pouvait négocier avec le temps lui-même. Ses lunettes s'embuaient, ses doigts se tachaient. Il disait qu'il veillerait sur les mots comme s'ils étaient des bougies abritées dans une tempête. Elinor le payait d'une confiance prudente et d'un frisson de peur qu'elle gardait caché comme un bleu sous une manche. La peur faisait partie du prix de l'attention, et elle n'avait pas de monnaie plus honnête à dépenser. À sa fenêtre, une violette pressée dans un médaillon captait la lumière pâle, les pétales sombres comme une promesse du soir et bordés d'un mince anneau d'argent. Elle le toucha et pensa. Sous verre, les choses survivent, puis se souvint de la toux de son père, résonnant dans une cellule de débiteur, et se corrigea doucement. Sous verre, les choses survivent jusqu'à ce qu'on puisse les exposer à l'air libre. La ville respirait des nuages. La chronique parut. Quelque part, une intendante de Saint-Barton pliait des draps plus fins que la conscience, tandis qu'un homme titré fixait un grand livre et sentait, pour la première fois depuis longtemps, le poids d'une page. Et Elinor, écoutant les presses palpiter à travers le brouillard, croyait que les mots pouvaient encore réchauffer ce qui était gelé, même si un avertissement parfumé, pas encore écrit mais en chemin, se composait entre les mains de ceux qui préféraient l'obscurité. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale.
et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Chez Whites, où l'air portait le faible musc du vieux cuir et de la civilité, un bout de papier journal passait de main gantée en main gantée comme de la contrebande, plié et déplié jusqu'à ce que le pli devienne pâle comme une vieille cicatrice. Des hommes qui savaient feindre l'indifférence y échouaient par petites touches. Un regard de trop sur une virgule, un pouce pressé trop longtemps sur un nom, un rire qui ne s'élevait pas tout à fait. Le Marrow Trust, autrefois synonyme de bienséance, subissait une onde que personne ne pouvait nommer précisément. Des sourcils haussés, des voix baissées, une toux insérée là où une défense aurait pu être. Pendant ce temps, Adrian Everly endurait un interrogatoire cordial avec l'immobilité d'un homme habitué à affronter les grains en mer en devenant une partie du navire, ne répondant à rien par un silence austère qui démangeait certains hommes et en faisait réfléchir d'autres. De l'autre côté du fleuve, dans sa chambre haute et étroite, Elinor Hart démêlait un écheveau de conte avec la même patience qu'elle utilisait pour retirer une bardane de son châle. Le stylo d'argent brillait comme une petite lune dans sa main, tandis qu'elle traçait une ligne d'un grand livre en cuir vert à une somme évanouie jusqu'à un commis parti opportunément en mer. Puis elle transposait ces lignes en une prose méfiante de la typographie, chaque phrase un pas mesuré sur de la glace noire. Elle ne nommait pas Marrow, elle n'était pas sotte. Elle se contentait de pointer sa lanterne vers le schéma et suggérait que la protection, mal appliquée, pouvait fort bien ressembler à un titre projetant une ombre trop longue. M. Silas Fallow lut sa copie avec ses lunettes repoussées sur son front et une échymose de la couleur d'un vin vieux fleurissant sur sa tempe. « Les gros titres font des ennemis », râla-t-il avec un humour sec qui ne pouvait tout à fait cacher son inquiétude. Et Elinor, qui avait appris à entendre l'amour quand il parlait en avertissement, inclina la tête comme si elle admettait une dette. Cet après-midi-là, un mot glissa sous sa porte aussi proprement qu'un couteau. Il était écrit d'une main ferme et parfumée sur un papier épais, et disait « Cessez, monsieur Glass, avant que le verre ne se brise. » Elle le tint entre le pouce et l'index, comme s'il pouvait tâcher. Son médaillon brilla à la fenêtre comme un éclat de lumière emprisonnée, la violette sous son bouclier aussi sombre que de l'encre tirée, et elle murmura « Sous verre, les choses survivent, non plus comme un réconfort, mais comme un rappel de la fragilité. » Alors que l'automne arrivait et que le vent développait une toux de débiteur qu'elle ne connaissait que trop bien, elle serra son mince châle et parcourut la longue arithmétique des coups, plaçant le courage d'un côté, le silence de l'autre, entendant le souffle assourdi par les chaînes de son père dans les rafales qui rôdaient sous les combles. À l'aube, Adrian se rendit à Saint-Barton et trouva des couvertures élimées comme des excuses, un garde-manger pas encore vide, mais répétant comment il le serait, et une intendante dont la gratitude et l'effroi vacillaient dans ses yeux comme un cierge d'autel incertain de sa provision. Sa mâchoire se serra comme l'hiver, non pour se briser, mais pour endurer, et il parla peu, car les mots fonctionnent mieux lorsqu'ils ne sont pas dépensés à la légère. Un gala de bienfaisance fut annoncé avec l'efficacité expéditive d'une liste de blanchisseries, baume et valses pour nettoyer ce que l'encre avait souillé, et madame Lavinia Vale, dans une généreuse ignorance, assura une place à Elinor comme sa compagne, fière d'offrir une porte d'entrée à une jeune femme, tout en ignorant l'encre qui marquait déjà les mains d'Elinor, invisible pour quiconque ne regardait pas avec sa conscience. Dans son bureau, où le feu parlait en crépitements bas et complices, et où le bureau portait les empreintes des signatures d'une mère, Adrian écrivit à A. Glass, avec une économie de soldat, « Retrouvez-moi ». Chaque lettre un clou planté juste. Il ne suppliait, ni ne menaçait. Il s'alignait simplement sur la phrase que la ville ne pouvait cesser de répéter, que ce qui est gardé dans l'ombre dépérit, et jura
dans le registre privé qu'un homme utilise lorsqu'il se parle d'abord à lui-même, de trouver ce qui pourrissait sans écraser ce qui, contre toute attente, fleurissait encore. Des lustres de cristal piquaient les murs d'étoiles froides, chaque prisme taillant la lumière du gaz en éclats qui tremblait sur les dorures et les sourires dorés. La pièce sentait la cire d'abeille et le vernis d'orchestre, les violettes meurtries sous les pieds chaussés de pantoufles, l'argent apprenant à se nommer bienveillance. Elinor arriva au bras de Madame Val, une ombre parmi la soie, grise parmi des soleils filés, avec son stylo d'argent rangé dans son réticule, comme une lame dissimulée, et le poids familier du médaillon à son cou, la violette pressée sous verre un pouls frais contre sa peau. Adrian Everley se tenait plus grand que la rumeur près d'une colonne cannelée comme l'hiver, observant la salle avec l'air d'un homme qui entend les vagues sous la musique. Il semblait écouter au-delà des violons quelques vérités sauvages, juste derrière les fenêtres, où la pluie troublait les vitres, et où la ville pressait son visage contre le verre. Son regard glissa sur des visages qui avaient appris à être des arrangements plutôt que des expressions, et se posa, sans y être invité et sans permission prise, sur le profil de la compagne de Madame Val, la ligne ferme de sa bouche, la vigilance intelligente qui faisait de la distance entre elle et le monde un choix plutôt qu'une sentence. Lorsqu'ils se trouvèrent enfin au même coin d'une table où des amandes sucrées gisaient comme des pierres complaisantes, leurs premiers mots furent les riens formels que la civilité exige et que le désir se méfie. « Le temps est obstiné », dit Elinor, comme si elle parlait à l'air plutôt qu'à un duc, sa voix aussi composée qu'une ligne de grand livre. « Londres a ses propres idées, » répondit-il, avec la plus petite inclination qui faisait de la courtoisie un respect, et sous l'échange un frémissement, le respect reconnaissant son jumeau, se déplaça comme une nappe phréatique, invisible mais irrésistible. Un donateur, rose de champagne et d'amour-propre, frappa une cuillère contre un verre et porta un toast à Saint Barton, nommant le Marrow Trust comme s'il s'agissait d'un encens capable de purifier le temple. Elinor sentit l'hypocrisie de la salle se serrer comme un corset, les applaudissements comme de la pluie sur de l'étain, bruyants, non absorbés, et elle nota, avec une acuité qui la surprit, comment le duc de Meraux ne souriait pas même de la manière prudente dont les hommes sourient lorsqu'ils ont l'intention de réparer leur réputation avec des voyelles. Lady Séverine, des perles comme des dents à son cou, s'approcha en flottant et ronronna à un groupe d'auditeurs que Aglaas devait être un vieil avocat aigri, avec des mythes dans ses poches et rien dans son cœur que de la poussière. Elinor, qui avait passé l'après-midi à apprendre à son cœur à battre à un rythme digne, laissa sa bouche former un test comme si c'était une bagatelle. On pourrait dire, et ici elle se fit écho à elle-même avec un frisson d'audace, que ce qui est gardé dans l'ombre dépérit. Elle observa le duc sans le regarder, comme on surveille une bouilloire pour entendre si elle va bouillir. Sa réponse vint sans fioriture, sèche comme l'humour qui empêche un homme de se noyer, et elle la surprit par une fermeté à laquelle elle ne s'attendait pas. « Et ce qui est exposé trop négligemment brûle, dit-il, même si c'est du bon bois. » La danse commença, les chaises grincèrent, le motif des couples se réarrangea comme un boulier actionné par une main impatiente. Dans les compressions et les expansions de la figure, ses doigts gantés effleurèrent les siens. Aucune revendication, aucune permission demandée ou accordée, seulement la brève électricité d'un contact qui fit résonner dans ses os le coup de l'anonymat et le danger d'être vue s'enflammer comme une allumette. Elle pouvait sentir le stylo dans son réticule comme un soldat sent un couteau dans le creux de son dos, non pour tuer, mais pour couper des nœuds. La musique enfla. Un cousin dont le sourire n'atteignait pas les yeux observait comme un chat feignant de dormir. Le rire dorait les surfaces où la pourriture avait été poncée finement.
Elinor passa par une porte-fenêtre sur un étroit balcon où la pluie piquait l'obscurité et le brouillard montait du fleuve comme le souffle d'une bête endormie. Londres sentait le fer et la possibilité. Elle posa ses paumes sur la pierre fraîche et respira le brouillard et l'encre jusqu'à ce que son cœur retrouve son rythme. Sous verre, pensa-t-elle, les choses survivent, mais je ne suis pas venue seulement pour préserver. Elle imagina un seul fil tiré jusqu'à ce que tout le vêtement de mensonge se relâche et tombe, et elle jura, avec la férocité tranquille de celle qui garde ses promesses aussi soigneusement que ses secrets, de tirer et tirer jusqu'à ce que la ville frissonne et se reconnaisse à l'air libre. À l'intérieur, les lustres continuaient de fabriquer des étoiles. Dehors, la pluie les cousait pour les refermer, et quelque part entre les deux, dans l'espace où deux mains s'étaient rencontrées sans avoir été présentées, quelque chose de patient et d'inexorable commença. Le brouillard s'amincit en une gaze pâle au milieu de la matinée lorsque les voitures s'arrêtèrent devant Saint-Barton, les pierres propres, comme si quelqu'un les avait récurées avec de l'espoir, et Adrian Everley, qui avait invité un groupe respectable avec la fermeté d'un homme ouvrant ses propres fenêtres sur la rue, nomma cela transparence et avala l'insulte du spectacle comme on avale une potion amère pour sa vertu plutôt que pour son goût. Madame Val voletait comme un oiseau bienveillant, présentant sa compagne comme si le bon sens était un cousin timide, et Elinor, consciente du stylo dormant dans son réticule et de la pièce fraîche du médaillon à son cou, regardait les enfants assembler leurs sourires prudents, la gratitude de l'intendante arriver à point nommé et laisser un écho, les pièces s'habiller de savon et de soleil comme une pauvre fille s'habille les jours de fête, propre, serrée, une couture menaçant de céder. Dans un couloir sentant faiblement l'amidon bouilli et la laine humide, la main d'un garçon fusa vers un panier et revint avec une pomme si rapidement qu'il semblait presque que le fruit l'avait choisie. Elinor attrapa doucement son poignet, puis tourna la pomme dans sa paume et, avec un regard de conspiratrice, en glissa une seconde dans ses doigts. « Un jeu, » murmura-t-elle, doux comme la craie sur une ardoise. « Une pour la vitesse, une pour l'honnêteté. Rends la seconde quand tu pourras. » Le garçon, désarmé d'être vu et non puni, sourit avec une autorité dépassant ses années et disparut dans une embrasure de porte où le rire avait l'habitude de devenir du travail. Le bureau, lorsqu'ils l'atteignirent, avait le parfum sobre de la poussière et de la lessive. Les étagères se tenaient en rangs ordonnés. Et pourtant l'espace donnait l'impression qu'une chaise avait été retirée d'une table où l'on mange seul. Elinor laissa son regard se poser, sans hâte, et trouva où l'absence trace son propre contour, un vide de la taille d'un grand livre en cuir vert, aussi visible qu'une dent manquante, le commis, un homme avec de l'encre sur ses manchettes et trop d'air dans ses mots, blâma un inventaire récent et désigna une pile de papier qui tentait, piètrement, de paraître officielle. Une marée d'effroi monta fraîchement le long des côtes d'Elinor, pas de la panique, mais la reconnaissance nette que quelqu'un était arrivé tôt sur les lieux. Adrian s'était échappé du flot des voix en visite pour s'agenouiller à côté d'une petite fille dont les cheveux avaient été séparés avec une précision militaire. Il demanda, non pas en tant que duc, mais en tant qu'homme, faisant l'inventaire de sa propre âme. « Dis-moi, le lait a-t-il un goût gentil aujourd'hui ?» Elle cligna des yeux à l'étrangeté de la question, puis hocha la tête, solennelle, comme si elle attribuait une note. Son sourire, petit et discret, modifia le climat de la pièce suffisamment pour qu'Elinor sente sa certitude se fissurer pour admettre une parcelle de lumière, et elle en voulut et accueillit ce temps à la fois. Les semaines passèrent, ses chroniques louaient les eaux honnêtes qu'elle avait vues, la vapeur sans plainte de la buanderie, l'infirmière dont les mains se souvenaient des berceuses, et pourtant,
insistait sur la pourriture dans le toit. Des chiffres manquants, des colis détournés, un schéma qui résistait au chapeau et aux poignées de main. Les lecteurs, qui savaient distinguer un gourdin d'une balance, commencèrent à qualifier A. Glass de juste, et la justesse, comme la pluie, trouva son niveau. Dans un couloir feutré où les pas sonnaient comme des secrets en marche, Elinor et Adrian échangèrent des mots pas plus larges que le passage où ils se tenaient, une conversation sur la miséricorde et les mathématiques qui donnait l'impression de poser deux paumes contre la même porte. « La compassion n'est pas une colonne à remplir, » dit-elle, surprise par la fermeté de sa voix. « Et pourtant, si nous voulons les nourrir le mois prochain aussi bien que celui-ci, nous devons compter, » répondit-il, et il n'y avait pas de tonnerre là-dedans, seulement le poids moral d'un homme qui s'était appris à être lourd là où ça compte. Elle sentit sa gravité sans l'encre d'un nom auquel elle pouvait confier le sien, et elle pensa, non sans effroi et un petit espoir dur, nous pourrions encore créer un grand livre qui se souvient des visages. Cette nuit-là, dans sa chambre étroite où le vent peignait les combles et où le feu chuchotait l'économie, Elinor écrivit jusqu'à ce que son stylo gratte comme une roue de voiture dans la neige, ne s'arrêtant que lorsqu'elle trouva la phrase qui laissait de la place à la grâce sans laisser la culpabilité s'échapper. Que ce qui est gardé dans l'ombre dépérit, oui, mais que ce qui est mis en lumière avec soin peut être taillé, non brûlé, afin qu'il puisse, s'il le peut, fleurir à l'air libre. L'aube arriva grise et âcre sur Fleet Street, le brouillard ayant un goût de cendre. Derrière l'imprimerie de M. Fallow, la brique était noircie jusqu'à un éclat chagrin, et la fumée griffait le matin comme si elle essayait de rentrer dans une gorge. Fallow lui-même, chapeau de travers et cheveux laineux de chaleur, riait trop fort, de la gaieté cassante d'un homme qui venait de voir le prix du souffle, et balayait les braises avec des mains qui tremblaient si finement qu'une montre de gentilhomme aurait pu les prendre pour des secondes. Elinor arriva avec Kit, qui filait comme un battement de cœur pour chercher des sceaux, et l'odeur de papier roussi, alphabet défait, phrases interrompues à la voyelle, lui piqua les yeux jusqu'à ce que les larmes choisissent leur propre raison. Elle pressa un mouchoir sur sa bouche et goûta la suie, vieille comme Londres et nouvelle comme cette heure. Et la résolution glaciale qu'elle laissa derrière elle était nette comme une lame. La ligne devait se durcir. Plus tard, à sa fenêtre étroite, le médaillon capta la lumière qu'il y avait, la violette pressée sereine sous son petit bouclier, et elle répéta dans l'intimité de son souffle « Sous verre, les choses survivent », même si la peur faisait sonner ses os comme un doigt parcourant le bord d'un verre, une note pure et terrible. Elle rangea la peur comme une servante range des cheveux rebelles, pas disparus, seulement disciplinés. De l'autre côté du fleuve, Adrian lut l'incendie dans un grand livre qui lui était propre. Un rapport, une bouffée dans l'air givré, une tache sur le doigt d'un messager. Il envoya ses hommes, silencieux comme des fantômes. Honnête comme la faim, surveillait les presses comme s'il gardait un berceau, et dans son esprit refusa la canonisation que la société offrait trop facilement à ceux qui ne font rien. Il ne serait pas un saint patron du silence. Avant midi, un mot arriva à Marrow House, scellé d'une cire de jade qui brillait comme un œil ironique. À l'intérieur, 3 mots et 1 heure sonnante. Rendez-vous, église de Saint-Bride, minuit. Il reconnut sa propre invitation lui être renvoyée sans ornement, le reproche de la brièveté répondant à l'économie d'un soldat, et dans la petite courbe sans sourire de sa bouche, il y avait quelque chose comme de l'espoir, que le courage de la plume corresponde à la main qui la tenait. Madame Val, attrapant l'histoire au vol comme une ménagère attrape la pluie dans une bassine, s'inquiéta, fit venir sa compagne. Pressa 2 châles supplémentaires sur Elinor, comme si les épaisseurs pouvaient amortir le scandale,
et garda un œil méfiant sur elle, comme on surveille les lattes du plancher, pour un tremblement avant qu'une étagère de porcelaine ne vole en éclats. « Ne marchez pas seule, murmura-t-elle, ce qui était à la fois un conseil et une prophétie, et Elinor sourit du sourire obéissant d'une femme qui a déjà choisi sa désobéissance. Chez Whites, où l'arithmétique morale se fait avec des jetons de rumeur, le vicomte Hargreaves suggéra, négligeant comme un chat jouant avec la dignité, qu'une réfutation publique écraserait à glace comme un scarabée sous la botte d'un gentilhomme. Adrian, qui avait posé sa paume sur une pierre plus ancienne que son titre et l'avait trouvée chaude d'autre vie, suggéra que la vérité pourrait mieux servir que le théâtre d'un déni, et leurs mâchoires se serrèrent comme des falaises opposées qui avaient appris la patience de la mer. Alors que les cloches sonnaient les quarts dans une ville qui avait appris à retenir son souffle et maintenant à le compter, Elinor s'enveloppa dans un manteau emprunté et se glissa dans des rues délavées par le clair de lune. Les pavés retenaient la pluie de la nuit dernière comme la mémoire retient la forme du chagrin, et le vent, tranchant et vivifiant, lut sa résolution et ne discuta pas. Elle passa devant des devantures endormies et des ruelles aux yeux de chat, devant les décombres calcinés à l'arrière de l'imprimerie, qui fumaient encore comme s'ils avaient des mots à finir. Et elle compta ses pas comme des prières, un pour le garçon qui portait des messages avec de l'encre sur les doigts, un pour le rédacteur en chef qui balayait les braises et riait trop fort, un pour le duc qui avait dit et n'avait pas dit, un pour les enfants qui ne pouvaient se permettre sa peur, jusqu'à ce que la flèche de Sandbride s'élève, pâle et précise au-dessus des toits, un gâteau à étage pour une ville qui goûtait rarement à la célébration, et que l'heure arrive, une note nette dans l'air, demandant à l'audace de répondre à son nom. Sandbride les accueillit comme une confidente accueille un secret, la pierre fraîche de siècles et pourtant tendre du souffle des bougies, ses voûtes recueillant les murmures comme les creux recueillent la pluie. La nef une mer intérieure obscure où auréoles et ombres se balançaient les unes sur les autres. Elinor se glissa dans un banc à claire-voie, le treillis sculpté entre elle et l'allée une protection aussi vieille que la culpabilité. Et quand elle parla, sa voix était stable comme du papier buvard propre, sans fioriture, ne craignant pas le silence. « Monsieur, dit-elle, sans le nommer, sans en avoir besoin, vous avez demandé une entrevue. Vous l'avez. » De l'autre côté du paravent, Adrien se tenait à une distance respectueuse, la droiture de son dos se lisant comme une pénitence pour un étranger et comme de l'endurance pour quiconque l'avait vu l'apprendre. Ces mots vinrent avec l'économie de soldat qui l'avait déjà frappé. Aucune performance, aucune supplique, seulement un piquet planté dans le sol. « Je ne confesse ni crime ni vertu, » murmura-t-il, le registre grave ôtant le froid de la pierre. « Seulement une fin pour une ville qui peut supporter de se voir. Aidez-moi à trouver ce qui dépérit. » La phrase, renvoyée de la page publique dans cette nef privée, résonna avec une sincérité qu'elle sentit dans les os de sa main, qui se resserra sur le livre de prière, non pour prier, mais pour se stabiliser. Elle le mit à l'épreuve, car croire sans jugement est la façon dont les villes pourrissent. « Dites-moi, dit-elle, dans le dortoir qu'est-ce qui vit au-dessus de l'âtre quand l'aube est tardive ?» Une fioriture l'aurait trahi. Au lieu de cela, il répondit comme s'il plaçait un fait là où il devait être. « Une fumée qui a le goût du suif et du vieux savon, » dit-il. « La cheminée tire mal quand le fleuve est calme, et les enfants se réveillent avec la gorge tapissée comme de la craie. L'intendante leur donne alors de la mélasse, si elle peut s'en passer. » Le respect, qui avait été une chose éteinte entre eux, trouva sa mèche et prit doucement flamme. Elle ne la laissa pas s'embraser. La cloche marqua le quart d'heure, une note de bronze net qui montait et descendait le long des chevrons polis par le temps. Les doigts d'Elinor trouvèrent la rampe de chêne où d'innombrables paumes
avait usé un lustre dans le labeur, dans les vœux, dans les marchés signés par la pression plutôt que par l'encre, et elle pensa: combien d'arrangements ont été faits entre la miséricorde et la nécessité dans ces ombres. Elle énonça ces conditions comme on écrit une règle en haut d'un grand livre. Je ne coucherai sur papier que ce qui peut être prouvé par la main et le nombre, dit-elle. Pas de rumeurs, pas de vengeance, pas de suppositions habillées pour la scène. Il répondit de même. Je forcerai les serrures que vous nommerez, dit-il doucement. Pas avec un titre, quand le titre est un gourdin, mais avec des clés que la loi prête à un emprunteur honnête. Ils se tenaient comme deux aiguilles sur une même horloge, séparées, alignées, mues par le même mécanisme vers une heure commune. Elle sentit le danger et la discipline de la situation. Il nous faut être très prudents. Et il sentit la justesse qui n'est pas soulagement, mais résolution. Quand elle se leva pour partir, l'Église pressa son froid sur elle avec affection. Dans le narthex obscur, elle faillit entrer en collision avec une silhouette trop chaude pour l'hiver, une douceur de parfum qui se lisait comme de la malice dans le noir, de la poudre et de la violette mêlées à quelque chose de métallique. Une main gantée effleura la sienne, douce comme une excuse, et ne retint rien d'autre qu'un frisson, l'emprise d'un avertissement délivré sans mots. Elle ne ralentit pas le pas. La pluie piquait le cimetière comme une couturière déterminée à raccommoder le ciel. Adrien, qui ne l'avait même pas nommée à lui-même, regarda la petite silhouette encapuchonnée traverser les pierres inégales et disparaître dans l'humidité, comme si elle en était absorbée, et la ville, leur ville obstinée, aimée, menteuse, retint à nouveau son souffle, comme si elle écoutait une phrase en cours de composition, comme si elle comprenait que ce qui était gardé dans l'ombre dépérirait à moins que deux cœurs disciplinés ne le mettent en lumière avec soin. Le tuyau arriva plié dans la paume de Kit comme un oisillon, chaud, tremblant, nécessitant la bonne libération, et envoya Elinor à l'est de Saint-Paul, dans une maison de comptabilité dont les vitres étaient maculées du souffle des commis et de la graisse de trop de mains, l'air aigre d'encre et éclairé par la lueur terne de l'huile de larde. Là, à travers la vitre, elle observa un grand livre en cuir vert monter et disparaître sur un comptoir comme un poisson aurait crevé la surface et replongé. La manche d'un commis obligeamment large quand des gentilshommes approchaient, étroite comme une conscience quand une blanchisseuse le faisait. Elle nota aussi une caisse marquée d'un modeste mensonge, article ménager, et marquée à la craie d'un symbole qu'elle avait appris à lire comme si c'était son propre nom, une marque qui trouverait les docks aussi infailliblement que le besoin trouve la nuit. Elle se fit petite, la compagne d'une compagne, une personne que personne ne voyait deux fois, et quand la porte d'un bureau latéral claqua et que le couloir se tut, elle se glissa à l'intérieur sur la charnière d'un instant avec une épingle à cheveux et un battement de cœur pour outil. La serrure avoua avec un soupir, et à l'intérieur se trouvaient des tiroirs aussi guindés que des gouvernantes, dont l'un livra du papier pelure et une liste de noms écrits d'une main qui aimait affamer ses lettres. Séverin, Hargreave, plusieurs filiales dont la distinction était un déguisement pour des affluents nourrissant le grand fleuve du Merrow Trust, ou ses parties corrompues. Elle copia avec un pouls calme le stylo d'argent que son père avait laissé se déplaçant comme si elle raccommodait une couture déchirée, et le papier pelure chuchota sous sa paume en se pliant, un conspirateur qui connaissait la valeur du silence. Adrian, à 3 rues et un monde de là, agissait par l'intermédiaire d'un magistrat en qui il avait confiance comme un homme a confiance dans le fer froid, sans affection, avec respect. Il traça la caisse de décompte en décompte jusqu'à ce qu'un entrepôt leur ouvre sa bouche et livre non pas des pommes de terre ou du lin, mais des couvertures destinées à Saint Barton, coupées en châles qui flirteraient sur les étals de Covent Garden.
la charité taillée en mode avec des ciseaux qui brillaient dans la poche d'un autre. Il se tenait dans le relent de goudron et de laine humide avec une fureur aussi incolore et utile que la lumière de l'hiver. Les semaines passèrent, et le schéma commença à se déclarer comme le givre déclare la fougère. Des biens de charité détournés, des fonds blanchis par des bontés élaborées qui affichaient la vertu tout en l'affamant. Les chroniques d'Elinor perdirent leurs adjectifs et acquirent des coordonnées, devinrent des cartes que les lecteurs glissaient en eux-mêmes, dans leur manteau et leur bon sens, la ville apprenant à suivre des lignes plutôt que des voix. Lors d'une soirée musicale où l'air était imprégné d'eau de lilas et d'opinion, le vicomte Hargreave mentionna A. Glass avec un sourire négligent qui avait fait ses premières dents sur la cruauté. Elinor, assise à 3 chaises de là derrière les volants de Madame Val, pencha la tête et demanda d'une voix utile comme une épingle. « Les grands livres en cuir vert sont-ils enfin équilibrés, milord ?» Il cligna des yeux un temps de trop, un faux pas, avant de répondre quelque chose d'élégant et de vide. Elle sentit le clic muet d'une carte gardée, son visage classé parmi les curiosités à revoir quand la pièce n'écouterait pas. Plus tard, dans une bibliothèque dont le feu faisait un bruit de papier décidant de vivre, Adrian lut les copies qu'elle faisait passer clandestinement dans leurs livres et s'arrêta à une fioriture qu'il ne connaissait que trop bien, la piqûre serrée et arrogante où les chiffres étaient mis au service du nom Hargreave, et il sentit le sang et le devoir tacher le même gant, la vieille maison de la loyauté s'installant sur ses fondations avec un bruit d'avertissement. Cette nuit-là, Elinor tint les feuilles de papier pelure à la lueur d'une bougie dans sa chambre étroite. Les chiffres brillaient à travers comme des constellations vues depuis une cage d'escalier, sa main tremblant non de peur, mais de la révérence de la découverte. Ce qui est gardé dans l'ombre dépérit, se rappela-t-elle, et se sentit à la fois astronome et intruse, à la fois l'œil qui cartographie et le pied qui franchit un seuil. Le médaillon à sa fenêtre capta une petite flamme et la renvoya. La violette s'ouvert sereine comme toujours, et elle pensa, avec une douleur qui se mua en détermination. Sous verre, les choses survivent. Sous la lumière, elles fleurissent. L'hiver se fit grandiose dans les appartements de Lady Séverin, des miroirs mettant en scène un empire de reflets où les visages se multipliaient en suspicion, des becs de gaz couronnés de tulipes de verre, respirant une illusion d'été, des planchers polis jusqu'à une honnêteté dangereuse. Les domestiques passaient les ragots sur de l'argenterie aussi adroitement que du syllabobe, et dans plus d'une poche de gilet, une chronique pliée de A. Glass pulsait comme un nerf caché. Son refrain familier, ce qui est gardé dans l'ombre dépérie, devenu un mot de passe privé entre des hommes qui affectaient de ne pas lire. Elinor entra au bras de Madame Val comme une ombre entre dans le cercle d'une lanterne, visible seulement si l'on observait l'espace négatif. Son réticule contenait le stylo d'argent de son père et sa prudence, et quand Adrian s'inclina devant elle, plus grand que les rumeurs ne l'avaient mesuré, elle sentit la singulière fermeté d'être vue comme personne et comme entièrement elle-même. Ils dansèrent une fois lorsque l'orchestre déroula une valse comme une chute de neige mesurée. Leur conversation était du genre qui ne laisse pas d'empreinte. « Le temps garde son conseil », offrit-elle, souriant en biais. « Il nous instruit dans la patience », répondit-il. Le fantôme de la lassitude dans le mot instruit. Pourtant leurs yeux parlaient en paragraphes qu'aucun n'osait encore inscrire. Dans son regard, elle entendit le fleuve sous la musique, le courant moral qu'il avait appris à lire au clair de lune. Dans le sien, il trouva un rivage qui ne fuyait pas, qui pourrait même enseigner une marée. Le plancher tournait, les lustres projetaient de l'algèbre sur les murs. Elle pensa, avec une douleur privée, « Il nous faut être très prudents », et sentit sa main répondre avec la légère pression de courtoisie qui, dans une autre vie, aurait été une permission de rire.
Le regard de Hargreave la trouva alors, une piqûre que l'on sent avant de savoir que sa peau a été lue. Avec un sourire négligent, il organisa la plus petite des conspirations. « Un châle, Miss Hart ?» Le courant d'air dans ces vieux couloirs est un traître, et l'envoya dans un passage latéral qui se vida obligeamment comme une pièce qui sait ne pas être témoin. Il suivit d'un pas silencieux et chaussé de pantoufles et se pencha trop près, l'odeur de tabac fin et de quelque chose de plus froid. « On ne devrait pas fixer trop longtemps le verre, » murmura-t-il, les syllabes assez douces pour être confondues avec de la courtoisie. « Il reflète ce que nous préférerions ne pas voir. » Le danger n'est pas toujours bruyant. Son cœur se mit à battre à une vitesse nette et fonctionnelle. Elle garda la tête haute et répondit. Seuls les lâches brisent les miroirs qu'ils craignent, et auraient payé pour cette phrase si un pas n'avait pas retenti derrière eux, aussi désinvolte qu'un souffle superflu. « Miss Hart », dit Adrian, comme si le couloir n'était qu'un observatoire et non un piège, son ton de la température de la politesse. « Avez-vous remarqué les étoiles ce soir? Même Londres n'a pas tout à fait réussi à leur apprendre à pâlir. » L'instant se brisa et se refroidit. Séverin elle-même apparut comme un cœur en soie pâle, minaudant à propos de courants d'air et de châles. Elinor retourna à la salle de bal, avec son cœur battant encore la chamade et sa résolution dotée d'un nouveau muscle. Dans un salon de jeu verni de fumée et de calcul, Adrian écouta sans écouter la plainte d'un conte, jusqu'à ce que le murmure sous la conversation s'aiguise. Un plan pour déplacer certaines caisses par barge avant l'aube, un glissement de marée pour laver un grand livre. Il posa un gant sur une chaise, comme si une main le réchauffait encore, et partit pour que personne ne puisse dire plus tard qu'il s'était envolé. Elinor, déjà à moitié sortie de sa peur, trouva une petite table à écrire sous un escalier où une fougère rêvait d'été. Elle griffonna un mot à Messeux. Pas de nom, seulement l'initiale et un croquis rapide de pilotis de quai, une aiguille d'horloge à l'heure, le mot « avant », et plia le papier pelure pour qu'il chuchote l'obéissance. Kit, convoqué d'un regard et d'une pièce et de la vieille instruction, court comme le vent, le prit comme si c'était un oiseau qu'il comptait déposer entier sur un autre rebord de fenêtre. La ville, lorsqu'ils émergèrent, s'était vêtue d'une neige qui adoucissait la saleté et étouffait les sabots et les cris. Les flocons cousaient les coutures évidentes, tandis que sous le silence, les complots se poursuivaient, petits et certains comme des rats, derrière les lambris de la civilité, où les loups empruntaient parfois des gants et se disaient « cousins ». Le jardin d'hiver de Marrow House exhalait sa jungle tempérée dans le froid, le vert transpirant une pâle fleur de givre sur les bords où la chaleur faisait défaut, les feuilles d'agrumes vernies d'une faible lumière comme la patience, la terre humide et sombre comme un puits. Et c'est là qu'Adrian reçut M. Fallow, chapeau dans les deux mains, col montrant un tremblement de neige fondue et de confusion, les yeux de l'homme encore surpris d'avoir fait demi-tour dans les ruelles pour semer un poursuivant. Fallow produisit une liasse enveloppée dans une feuille arrachée au dos d'un grand livre et marmonna que Miss Hart, il se corrigea en « notre contributrice », avait été forcée de fuir et lui avait tendu le brouillon avec l'instruction de le livrer là où il pourrait respirer. Adrian lut sous les vitres givrées de fougères, le soleil froid magnifié et tamisé jusqu'à ce que la page luise. Les phrases possédaient leur économie habituelle et leur surprenante miséricorde, mais ce qui le frappa fut leur mouvement, la cadence de précision refusant le spectacle, l'écho d'une valse gardée modeste et exacte. La femme avec qui il avait dansé parlait à travers l'encre, non par des fioritures, mais par le choix d'un verbe, l'abstinence d'ornement qu'il comprenait maintenant comme une dévotion. Alors qu'il tournait une page, un mouchoir qui avait été emballé sans le savoir avec les papiers glissa comme un pinson d'un nid
et atterrit près de sa botte. Il se pencha pour le ramasser et vit, au centre exact, la plus petite des broderies, des pétales de violette enfermés dans un anneau aussi délicat que le souffle, une fleur gardée sous la suggestion du verre. Sa mémoire, obéissante et désobéissante à la fois, alla chercher un aperçu des mois passés, son médaillon à son cou le jour de la visite de Saint Barton, attrapant une bande d'hiver et la retenant, une violette pressée sereinement captive, et le plaça à côté de la phrase qu'elle avait favorisée, la phrase que sa ville répétait maintenant comme si c'était un proverbe. Sous verre, les choses survivent. L'esprit qui s'était entraîné à ne jamais sauter le pas sauta. Les faits s'alignèrent comme s'ils étaient miséricordieusement poussés. À glace était Elinor Hart, et son soulagement et sa peur montèrent ensemble comme les deux mains d'une même vague pour soulever et menacer en un seul mouvement. « Je ne le dirai à personne, » pensa-t-il, et sentit l'étrangeté de faire un vœu au secret d'une autre personne avec son propre sang. Son cœur, qui avait gardé les injonctions de sa mère comme un code d'honneur, rompit les rangs tranquillement, sans drame, seulement un relâchement, là où le devoir et le désir avaient été liés jusqu'à ce que le nœud meurtrisse. La neige s'épaissit au-delà des vitres. Il quitta la serre et parcourut des couloirs faiblement éclairés, les portraits sur les murs lui renvoyant ses propres traits altérés par la lignée. Il compta les marchés que les hommes font avec eux-mêmes, les échanges du silence contre la sécurité, de la vérité contre l'usage, et choisit, avec la fermeté d'un homme choisissant un silex, de ne trahir personne, sinon la culpabilité. Dans une modeste chambre de l'autre côté de la ville, Elinor moucha une bougie et sentit un changement avant d'en connaître la cause, cette curieuse pression d'une vérité entrant dans un espace avant sa déclaration. « Prudence », se dit-elle avec la vieille discipline, et la flamme se stabilisa comme si elle avait été réprimandée. Les semaines passèrent. Dans les salons, leur rencontre restait cérémonielle, les révérences mesurées, les phrases nettes de pronoms qui trahiraient l'intimité. Dans les couloirs des quais et des bureaux, leur travail devint chorégraphié, chacun suivant le rythme tacite de l'autre, la confiance devenant non pas un sentiment, mais un pas pratiqué, le danger enfilant chaque couture, des hommes s'attardant au coin des rues, une voiture trop souvent derrière une autre. La serre créait un théâtre de lumière hivernale, le givre écrivait des fougères sur le verre, puis les faisait fondre. Quand l'heure fut calme et qu'aucun laquais ne vint, Adrian mit les papiers de côté et, comme s'il répétait un nom qu'il ne pouvait dire à voix haute, écrivit une seule lettre sur sa paume avec un bout de crayon de charpentier. Et ferma le poing dessus, non pour écraser mais pour garder, un homme tenant à la fois un secret et un étendard. Le souffle du jardin d'hiver montait en une vapeur faible et pure contre les vitres, et des gouttes se formaient là où le verre rencontrait le froid, comme si le jour lui-même ne pouvait décider s'il devait pleurer ou bénir. Adrian se tenait les mains ouvertes, non en supplication, mais dans la posture disciplinée d'un homme qui a répété la douceur, et quand Elinor entra du crépuscule du couloir, se débarrassant de la ville perle de brouillard par perle de brouillard, il prononça son nom comme s'il le libérait d'un emballage en papier, attentif à ne pas meurtrir les syllabes. Miss Hart, Elinor. Un tressaillement la parcourut, puis se stabilisa. Elle leva la tête comme on le fait avant d'avaler quelque chose qui guérit et qui pique. « Oui, » répondit-elle, et parce qu'elle avait toujours préféré un précipice honnête à un mensonge confortable, elle continua avec la simplicité de l'encre pure. « Je suis à glace. J'écris parce que la toux de mon père a appris à raisonner contre la pierre des débiteurs, parce qu'un enfant qui doit compter son pain comptera un jour ce qui a été volé et découvrira que ce sont ceux qui souriaient qui le lui ont appris. J'ai choisi la vitre pour parler car sous verre, les choses survivent, parfois la fleur, parfois seulement le fait. Je ne m'excuse pas. » Elle le regarda comme on observe le temps pour une éclaircie,
Il ne céda pas. « Je m'en doutais, dit-il, et dans sa voix aucune triomphe, seulement une lassitude qui s'adoucissait en respect. Et j'ai porté cette connaissance comme une lampe abritée entre deux mains. Ma maison est bruyante de la charité d'une mère longtemps après sa disparition, et j'ai fait du devoir une solitude, alors qu'il aurait dû être une porte. Je n'ai pas regardé d'assez près où allait mon nom quand il allait à l'église. Sa bouche forma le mot avec une révérence et une suspicion égales. Et s'il y a une faille en moi, ce n'est pas par incrédulité, mais par une attention tardive. J'essaie, Miss Hart, d'être à l'heure à ma propre conscience. » Dans le silence qui grandit, frémissement de feuilles, le goutte-à-goutte silencieux d'un pot arrosé, quelque chose de brut en eux deux trouva, non pas sa guérison, mais son pansement. L'air avait la clarté confessionnelle de la lumière d'hiver, qui montre et réchauffe en même temps. « Alors soyons précis, dit-elle, et sa voix ne trembla pas. Nous travaillons en partenaires, sans fioriture. Le mot portait une périlleuse honnêteté. De romance. Le silence acquiesça et désapprouva à la fois. Entre eux, le non-dit pendait encore comme un fruit à une hauteur qu'il n'atteignait pas et ne pouvait s'empêcher de voir. Il inclina la tête, une acceptation de soldat des termes, et tira de sa poche une clé attachée par un simple fil, le fer froid et ordinaire comme la vérité. « Pas à mon cœur, dit-il, souriant presque à sa propre prudence, à une salle de stockage sous Marrow House. De vieux contes y dorment. Si la pourriture vit dans le toit, la poussière en aura gardé la trace. Prenez ceci comme une confiance pratique. » Sa main, en recevant le métal, trembla une fois, trahison d'une discipline par ailleurs immaculée, et elle l'immobilisa avec son autre paume. Des larmes se tinrent obéissamment là où on leur avait dit de se tenir et de ne pas tomber. « Il nous faut être très prudents, » murmura-t-elle. Et la phrase s'installa comme un refrain dans leurs deux esprits, à réciter plus tard dans les couloirs et les rues humides et dans les espaces blancs entre les mots. Il hocha la tête comme pour sceller un pacte avec l'air. Dehors, le brouillard s'épaissit et expira contre le verre. À l'intérieur, les feuilles répondirent par leurs délicats frissons. Quelque part dans la terre humide de cette pièce chaude, la première racine de leur véritable alliance, petite et pâle et têtue, se tourna vers toute lumière digne de confiance. L'hiver rétrécit les jours jusqu'à ce que la lumière ressemble à un tuteur strict et l'air à un grand livre équilibré dans la glace, et dans cette saison épurée, Elinor et Adrian laissèrent leurs mots voyager d'une manière qui plaisait à leur prudence mutuelle. Un livre passé le long d'une étagère de bibliothèque, sa reliure en veau banal parmi les histoires et les sermons, une cavité soigneusement creusée dans ses pages pour abriter des enveloppes qui sentaient l'encre et la poussière. Il le laissait sous une fenêtre qui donnait sur un carré de ciel blanc. Elle le prenait comme si elle consultait l'index de Rome, et entre eux une correspondance grandit, précise dans ses verbes et disciplinée dans sa tendresse, leurs affections gardées dans les marges, comme des notes que seuls les attentifs verront jamais. Elle écrivit la simple archéologie de son enfance, comme si elle disposait des tessons sur une table qu'elle pouvait enfin nommer, d'une maison vendue aux enchères, alors qu'elle se tenait sur le seuil et comptait les chaises par dizaines pour prétendre que c'était de l'arithmétique et non du chagrin. D'une mère dont les mains devinrent des drapeaux pâles sur des bassines blanchissant le linge des autres, d'un père dont la paume avait toujours été chaude et tachée d'encre, jusqu'au jour où les fers la refroidirent et où elle apprit que le son pouvait résonner sans apporter de réconfort. Elle ne demandait pas de sympathie, elle exposait les faits et lui faisait confiance pour entendre le battement de cœur à l'intérieur. Il répondit avec le temps de sa propre fabrication, une carte de la honte qu'il avait commencé à déplier avec une fermeté tremblante. Un incendie 3 ans plus tôt, l'aile de l'orphelinat qui partit comme du papier, la petite fille portée dans son manteau
pendant que la fumée écrivait son scénario rapide sur ses poumons. La fiancée qui mesura la chaleur et choisit une vie non brûlée par la ruine d'un autre, et comment il avait laissé le devoir se durcir en enfermement jusqu'à ce qu'il se fissure sous le froid honnête de cet hiver. « J'apprends à être à l'heure », écrivit-il, « à ma propre conscience. » Entre les lettres, ils se rencontraient dans le trafic banal des jours, et leur travail transformait leurs pas séparés en une seule démarche. Dans les pièces sous Marrow House, les vieux comtes se réveillèrent, et leurs entrées se tricotaient et se détricotaient sous leurs yeux jusqu'à ce qu'un motif émerge, clair comme des traces de bottes sur la neige fraîche, des chiffres se croisant et se recroisant, des biens de charité détournés avec une courtoisie de voleur, la main serrée de Hargreave et la fioriture nonchalante de Séverin apparaissant et disparaissant comme des signatures dans le brouillard. L'élégance, découvrirent-ils, pouvait être un autre mot pour le vol qui s'était appris la posture. Les semaines passèrent, les gestes s'accumulèrent en un temps qui leur était propre. Son manteau drapé sur ses épaules avant qu'elle ne puisse avoir froid, ses doigts trouvant sa manche quand une foule se pressait et la prenait pour une femme ordinaire, le rire arrivant à l'improviste à une remarque à peine prononcée et laissant son fantôme sur une vitre comme pour dire « Souviens-toi, il y a des surfaces qui retiennent la joie. » Monsieur Fallow, qui avait toujours ri, comme s'il négociait avec l'humidité, vint un soir avec une joue de la couleur d'une prune et une coupure nette comme une ligne de typographie. Il serra les doigts d'Elinor jusqu'à ce qu'elle aurait pu compter les os et murmura d'une voix qui ne demandait pas la permission de trembler. « N'arrêtez pas. » Elle n'arrêta pas. Cette nuit-là, la chronique qu'elle écrivit se lisait comme une prière et une loi entrelacée, ses clauses se liant avec la gravité des vœux, sa miséricorde refusant le spectacle. Elle loua ce qui était vrai, nomma ce qui ne l'était pas, alluma une lanterne et ouvrit un grand livre, et posa sur la page la phrase que la ville avait commencé à répéter, maintenant modifiée dans sa bouche, en une promesse faite à eux-mêmes autant qu'à Londres. Ce qui est gardé dans l'ombre dépérit. Elle tint le médaillon qui emprisonnait une violette et, non pour la première fois, pensa « Sous verre, les choses survivent ». Mais elle sentit aussi le nouveau vœu, qu'au-delà du verre, il y aurait de l'air, et qu'il créerait un monde où les vivants n'auraient pas besoin d'un bouclier pour garder leur couleur. L'avertissement arriva gravé dans du pain brut, comme si l'impatience avait pris un couteau sur le bois et y avait laissé son humeur. Le verre se brise, des lettres creusées dans une latte de caisse, appuyées contre la presse de M. Fallow, comme une prophétie ou un défi. Elinor le lut avec un sang qui sembla à la fois se cristalliser et couler plus vite, une rivière sous la glace, et avant que la peur ne puisse emprunter son nom, elle était déjà en train de nouer son châle, déjà en train d'écrire une ligne à Adrien d'une main qui paraissait plus stable qu'elle ne se sentait. Docks de Southwark, s'il y a un piège, qu'il se déclenche là où je pourrais voir ses dents. Le souffle du fleuve la trouva en premier, goudron et sel et fumée, des cordes pleurant du noir et des mouettes dessinant de fines arabesques de craie sur un ciel de la couleur de l'étincelle. Son châle claquait autour d'elle comme un drapeau en lambeaux, insistant sur sa propre petite souveraineté, tandis qu'elle courait entre les piles et les ombres, comptant les pilotis comme elle avait compté les chaises autrefois, se disant « pour le souffle, pour Kit, pour le grand livre qui est la conscience d'une ville ». Adrian arriva avec deux hommes en manteau simple, dont les yeux brillaient de cette sombre distinction qui a appris ce que coûte la miséricorde. Il avait apporté un plan qui supposait la douleur, des chiffons pour des bandeaux ou des bandages, de la corde pour lier ou sauver, une bourse pour calmer un veilleur de nuit si le sang rendait l'argument plus fort que la justice, et le calme qui l'avait stabilisé dans le feu. À l'intérieur de l'entrepôt, le goudron et la peur
adoucissait l'air en quelque chose de collant. Les hommes de Hargreaves sortirent d'entre les ballots comme des virgules interrompant une phrase pour insérer leur propre signification, et un couteau se montra comme la vérité le fait parfois, bref, froid, absolument sûr de son tranchant. « Les pages, dit l'un d'eux, presque poliment, comme s'il demandait du feu. Elinor garda son réticule contre ses côtes comme un second cœur, et répondit avec la formalité de quelqu'un habitué aux salles publiques et aux guerres privées. « Ce que je le porte pour le bien de ceux que vous considérez comme personnes. Non. » Du grenier au-dessus. Le cri de Kit tomba comme une lanterne lâchée, bref, brillant, en montrant trop. Elinor leva les yeux et vit ses mains pâles agrippant la rampe, sa terreur essayant d'être silence et échouant. Adrian bougea alors, de la manière dont un gentilhomme appris tardivement apprend à se battre, sans fioriture, avec un but, avec la volonté de paraître peu distingué, comme la vertu l'exige. Le fleuve frappait les pilotis, au même rythme qu'un cœur qui a décidé de ne pas mourir. Des poings trouvèrent des joues, une épaule heurta du bois, quelqu'un grogna une prière ou une malédiction. Elinor attrapa la lanterne sur la caisse, car parfois la seule façon de voir est de faire une sorte de lumière dangereuse. Elle la lança, le verre se brisant comme une prophétie accomplie. Et pendant un souffle le monde s'écrivit en feu, un mur de flammes s'élevant et se déplaçant, les yeux des hommes tournés vers une luminosité qu'ils ne pouvaient fixer. Dans la distraction, les hommes d'Adrian libérèrent Kit. Et « cours !» dit-elle dans ses cheveux, la chose la plus proche d'une bénédiction qu'elle connaissait. Et tous les trois s'enfuirent à travers une fumée qui macula la nuit jusqu'à ce que le quai les accueille avec des planches dures et un air plus dur. Là, le bras d'Elinor annonça une chaleur humide qu'elle avait ignorée, une ligne de douleur le long de la chair comme une phrase gravée, et quand elle tomba à genoux, elle vit les gants d'Adrien devenir rouges, non de cérémonie, mais de vie. La pluie vint comme Londres se repent, soudaine, complète, sans discours, éteignant, estompant, sifflant quand elle trouvait ce qui brûlait. Elinor, à moitié riant, à moitié s'évanouissant, pressa le paquet de toile cirée contre son corsage et sentit la promesse glissante de sa survie. « Sous verre !» haleta-t-elle, amoureuse de l'entêtement des choses gardées avec soin. Les choses survivent, et le rire qui s'échappa d'elle sonna comme une cloche frappée une fois dans une église qui connaît le chagrin et refuse de ne pas sonner. À l'aube, un constable, en qui Adrian avait confiance, tenait Kit en main et hors de danger, le tremblement du garçon ne s'apaisant que lorsque les doigts d'Elinor passèrent dans ses cheveux et leur enseignèrent une leçon plus douce que la terreur. La ville retint son souffle comme si elle écoutait pour voir si cette fois l'histoire se terminerait par le feu ou par la patience de la pluie. Et le paquet de pages, sec dans sa peau comme un cœur gardé au chaud, attendait d'être ouvert, une vérité préservée pour l'air qui la laisserait enfin s'épanouir. La pluie cousait la fenêtre avec le soin d'une couturière comme si la nuit voulait empêcher le petit salon de se défaire, et dans cet espace, Elinor s'occupa de la blessure d'Adrian avec la formalité de la chirurgie et la tendresse d'une berceuse, sa mâchoire ferme, ses doigts apprenant sa douleur comme s'ils y étaient apprentis. L'alcool piquait, le linge se réchauffait dans ses paumes, et elle ne parlait que lorsque l'instruction l'exigeait. « Ne bougez pas, milord, respirez avec moi », de sorte que les mots étaient moins nombreux que les souffles, et que le silence entre eux se remplissait de l'arithmétique honnête du soin. Il était très calme. Ne la regardant pas, mais l'aquarelle bon marché d'un navire qui n'avait jamais quitté son cadre, et si une pensée traversait son visage, c'était seulement ceci, qu'il avait passé des années à confondre l'endurance avec la vertu, et qu'ici se trouvait une femme qui pouvait panser une blessure et laisser un homme plus entier qu'auparavant. Quand la bouilloire en bas commença sa douce plainte, Madame Val,
les cheveux en nuages et le châle serré comme un secret, vint à l'embrasure de la porte et embrassa la scène d'un seul regard, étonnamment compétent, du sang, de la vapeur, l'avant-bras nu d'Elinor, marqué d'une coupure nette et vive, le duc sans son manteau, et avec son titre posé sur la chaise, comme si c'était un cache-nez, puis se dirigea vers l'âtre et remit les tasses en ordre. « Enfant, dit-elle, en versant du thé comme si c'était à la fois un remède et un sacrement, vous êtes flamboyante, et les mots portaient à la fois le compliment et l'avertissement comme un double fil. Le matin venu, les rumeurs s'étaient déjà enroulées au bord de la ville comme une roussissure. Une femme dans la maison d'un duc est une histoire qui s'écrit sans fait, et Londres se chauffait les mains à ce feu, inventant des couloirs et des baisers à partir de vapeur et de prudence. La lettre d'Adrian arriva avant midi, nette comme un régiment, son écriture si composée qu'elle semblait être une garde postée à chaque marge. Il offrait le mariage avec une protection aussi galante que désastreusement noble, un bouclier qu'il lèverait contre un temps de murmures qu'il avait été élevé à ignorer jusqu'à ce qu'il découvre qu'il ne le pouvait pas. Elinor la lut avec des larmes qu'elle refusa de laisser couler. Elle toucha le médaillon à son cou et sentit la fraîcheur têtue de la violette pressée. Sous verre, les choses survivent, puis attrapa le stylo d'argent qui avait toujours dit la vérité pour elle quand les lèvres tremblaient. Sa réponse fut gratitude et refus, écrite d'une main qui ne vacilla pas. La protection n'est pas la même chose que le respect. Finissons ce que nous avons commencé et voyons ce qu'il reste. Il reçut cette lame silencieuse et, parce qu'il avait appris quelque chose de l'humilité en hiver, plia sa propre impulsion en obéissance, l'offre devenant non pas un mur, mais un vœu différé. Les semaines passèrent. La distance revint en public comme une coutume que l'on honore pour la paix. Des révérences formelles dans des pièces bondées, des conversations sur le temps qui n'osaient rien, et en privé, leur travail se resserra, leurs esprits se rencontrant sur des chroniques et des entrées jusqu'à ce que la douleur de ce qui pourrait être devienne un autre système météorologique à naviguer, pression et front, brouillard et éclaircie, une prévision que tous deux portaient entre les omoplates. À minuit, le stylo d'argent reprit sa petite musique implacable, grattant la ville pour la réveiller. Elinor écrivit avec miséricorde et mesure, et Londres, retenant un souffle plus long qu'auparavant, sembla écouter à sa propre porte, entendant enfin la phrase qu'elle avait transformée en promesse. Ce qui est gardé dans l'ombre dépérit, et ce qui est lié avec soin peut guérir sans faire disparaître sa cicatrice. La lumière hivernale de Londres s'amincit jusqu'à ce que le jour lui-même semble écrit sur du papier pelure et puisse se déchirer s'il n'était pas manipulé avec soin, et dans cette pâleur, Elinor déposa ses preuves perle par perle, noms, sommets et itinéraires enfilés, jusqu'à ce que le chapelet pèse dans sa paume comme quelque chose de consacré. Monsieur Fallow, décharné et tendrement furieux, se tenait au-dessus de son épaule avec une bénédiction prudente. « Imprimez-le proprement, dit-il, la voix rauque de fumée et d'insomnie, tandis que son stylo d'argent jouait sa petite musique implacable, et que la page acceptait, sans se plaindre, le fardeau qui serait bientôt celui de la ville. Adrian, pendant ce temps, parcourait un couloir où la laine humide retenait le souffle d'une centaine de pétitions et persuadait un magistrat dont les sourcils avaient une vie propre qu'une enquête devait être convoquée. Ces mots étaient sobres, d'une économie de soldat, la supplique non pour son nom, mais pour une maison construite pour des enfants qui avaient été déstabilisés par un vol élégant, et quand il partit, la chambre des lords murmura, comme si une ruche avait été bousculée et décidait de piquer ou non, tandis que Hargreave, l'apprenant, riait d'une bouche qui ne montrait pas de dents, une gaieté avec des angles et aucune chaleur. Lady Séverine, la protestation pliée dans son sourire comme du poison dans une amande sucrée, organisait un salon
où la vertu était discutée comme si c'était une couleur? Porteriez-vous la compassion avec la sincérité? Ou est-ce que la sincérité vous déteint? Et Elinor arriva en gris et s'assit très immobile, à l'écoute du couteau caché dans la soie, n'offrant que des remarques qui feraient qu'une femme vaine la sous-estime. Elle observa un ruban au poignet de Séverin, dont le tissage lui rappelait celui vu une fois dans un entrepôt destiné à des couvertures, et écrivit l'image sur sa paume avec un ongle. La preuve doit être plus qu'une reconnaissance. Cette nuit-là, le coup vint se faire payer. M. Fallow n'arriva pas à l'heure convenue. Il fut transporté près de l'aube avec la mâchoire bandée et les yeux féroces, la mâchoire plus tard immobilisée par un fil de fer en forme d'endurance, et pourtant il ne se laissa pas éloigner de la presse. Il s'assit avec un crayon serré comme un enfant et dessina de petites lettres carrées, -planche, -pot, jusqu'à ce qu'Elinor comprenne et envoie le travail à l'encre, son doigt poignardant le titre du journal, comme pour dire « plus fort ». Alors que l'hiver penchait vers sa fin, une autre tempête se préparait, des lettres envoyées et des réponses retardées, comme si la poste elle-même avait appris la prudence, des serviteurs soudoyés pour oublier des couloirs à des heures indues, des roues de voiture creusant des sillons dans la gadoue qui gelait le soir en ornière, dont on ne pouvait s'échapper sans déchirer quelque chose de délicat. Par ce temps, Elinor se rendit à Saint-Barton et se tint dans le dortoir, où de petits corps respiraient comme une marée. Et elle se pencha si près de leur sommeil qu'elle en eut à moitié honte et murmura « Nous y sommes presque », même si le doute enroulait un fil à travers ses côtes avec la patience d'une couturière, cousant la peur à la résolution si étroitement qu'il était impossible de dire où l'une finissait et l'autre commençait. De retour à Marrow House, Adrian retourna encore et encore une lettre, un dernier appel écrit de la main serrée et arrogante de son cousin, le mot saint souligné comme si la lignée pouvait absoudre un grand livre, puis choisit la vérité. Il jeta le papier dans l'âtre et le regarda brunir, se recroqueviller et se transformer en fantôme dans la cheminée, emportant avec lui le dernier de sa réticence et laissant une cendre qui ne se lavait pas tout à fait de sa paume, une marque qu'il décida de porter plutôt que de cacher. Les semaines passèrent. La ville respirait à petits coups, comme le fait un patient quand il sait qu'une lame arrive, et la chronique d'Elinor, lourde de faits disposés comme des pierres de guet, se concluait par l'ancien refrain « Ce qui est gardé dans l'ombre dépérit », tandis que quelque part derrière les miroirs, Lady Séverin préparait une pièce plus lumineuse pour une heure plus sombre, et que Hargreave s'entraînait à un sourire destiné à dévorer. L'affaire avait été présentée, et le coup, comptabilisé en bleu, lettres brûlées et une mâchoire immobilisée, n'était pas encore soldé. La soirée musicale était imprégnée d'eau de lilas et d'un étonnement poli, l'air rubané de violons et de la faible douceur chimique de bougies qui se prenaient pour le printemps, tandis que la neige pressait son visage froid contre les fenêtres. Les dames scintillaient comme des constellations soigneusement arrangées, et les hommes s'exerçaient à l'inquiétude dans les miroirs jusqu'à ce qu'elles le raillent, et dans ce parfum soigné, le vicomte Hargreave s'avança avec la vertu outragée d'un homme qui a pris soin de sa performance, la voix portée, les yeux brillants et méchants, en produisant un paquet de lettres dont l'encre semblait un peu trop empressée, une correspondance conçue pour suggérer que A. Glass avait extorqué des fonds et que le duc de Marrow avait payé pour le silence. Des murmures s'élevèrent et se tricotèrent en une marée qui lécha les chevilles, puis enhardit les genoux. Les visages se tournèrent vers le bruit, comme vers une cloche, et Elinor sentit le piège se refermer comme une souricière sous un pas prudent. Son nom, gardé sous verre si longtemps, se projetant vers la surface comme si la pression était devenue trop forte pour que le récipient la supporte. Hargreave, souriant de la bouche et non des yeux,
leva une main blanche et pointa avec une fioriture d'amoureux qui réussit à être une poussée. « Miss Elinor Hart », annonça-t-il, les syllabes aiguisées comme une lame, la scribouillarde derrière le verre. Le silence qui suivit trancha la pièce en un avant et un après. La main de madame Val trouva celle d'Elinor, et ne voleta ni ne serra, mais se posa comme une attelle, capable et chaude, comme pour dire « Tenez-vous droite ». Adrian entra dans la pose avec l'autorité d'un homme qui a déjà répété la ruine et l'a trouvée survivable. « Ces lettres sont des faux, » dit-il, la voix dépouillée d'ornements. « Et si vous exigez une confession, vous pouvez avoir celle-ci. Je connaissais l'identité de Aglaas. J'ai choisi de travailler avec elle parce que la vérité le demandait. » Une douairière dont les bijoux se souvenaient d'une peau plus heureuse les déclara sans vergogne, son éventail battant une petite tempête devant sa poitrine. Un commis de Saint-Barton, maigre, poli par la toux, son col trop propre pour son salaire, éleva la voix depuis les bords et dit « Ou courageux !» Et la pièce se divisa de la manière invisible dont les pièces le font, non pas le long du tapis, mais à travers l'écorce des visages des gens, divisant les croyants des témoins, l'appétit de la conscience. Elinor, qui avait appris à stabiliser une plume dans le vent, stabilisa sa voix dans le bruit. Elle parla formellement, comme devant un magistrat, nommant des dates, des quais et des caisses à destination de Southwark, nommant des rubans coupés dans des couvertures et un grand livre qui nageait et refaisait surface à son appel. Elle ne trembla qu'une seule fois, et ce fut quand elle dit « J'aime cette ville assez pour la mettre en colère », une phrase qui desserra quelque chose derrière les côtes et fit qu'une jeune fille à la porte mit une main à sa bouche comme pour empêcher un oiseau de s'envoler. Le sourire de Lady Séverine s'amincit jusqu'à montrer les coutures. Les dents de Hargreaves brillèrent comme du verre limé. Quelque part, un violoniste essaya et échoua à continuer, l'archet dérapant comme surpris par son propre nerf. « Ce qui est gardé dans l'ombre dépérit », conclut Elinor, et la phrase ne flotta pas. Elle atterrit, papier posé sur une plaque ancrée, une impression prise. Ils partirent ensemble, non pas bras dessus, bras dessous, n'osant pas le triomphe, mais au pas mesuré de ceux qui ont encore du travail à faire, leur réputation fumant faiblement dans leur sillage. Le couloir sentait le lilas s'estompant en savon, et dehors la neige commença, avec un bruit de soie tourné dans une main gantée, à fondre en pluie. Le souffle de Londres vint humide contre leur visage, moitié jugement, moitié absolution, et Adrian, levant les yeux vers le ciel qui ne pouvait décider de son temps, pensa « Nous supporterons les deux ». Elinor toucha le médaillon à son cou et pensa « Sous verre, nous avons enduré. Maintenant soyons de l'air clair. » Et la ville, écoutant à sa propre porte comme elle avait appris à le faire, expira un peu, se préparant pour le mot suivant. La salle d'audience sentait la laine humide et le vieux papier, un temps en soie fait de corps pressés les uns contre les autres et d'une attention tendue. Quand Elinor entra dans cet air et posa sa main sur la Bible, son gant ne trembla qu'une seule fois, un fin frisson comme un oiseau testant un perchoir, puis elle l'enleva, la paume pâle et stable, comme si elle offrait non pas de la chair, mais une page pour que la vérité y signe. Elle jura et s'assit, et le murmure qui l'avait accompagnée comme un ourlet fut avalé par la pièce. Avec le calme d'une greffière et le feu d'une croyante, elle exposa le schéma qui avait coûté des bleus et du sommeil, des grands livres en cuir vert qui apparaissaient et disparaissaient comme des poissons, des caisses étiquetées pour Saint-Barton ouvertes sur les quais et renaissant en châle à Covent Garden, des sommes qui se déplaçaient à travers les comptes comme si elles avaient honte d'être vues, et les sourcils du juge montèrent et se reposèrent comme si l'architecture même de son visage devait s'adapter à ce que les faits peuvent faire lorsqu'ils sont alignés.
Elle garda ses phrases sobres, des dates, des quais et des noms enfilés en un filet qui ne se vantait pas de sa force. Il tenait simplement. Lorsque l'avocat de Hargreaves tenta de la pousser à la spéculation, elle refusa ce luxe. « J'écris ce que je peux prouver, » dit-elle, et la phrase sonna non comme de l'orgueil, mais comme une politique. Adrian, convoqué, se tint les épaules carrées face à quelque chose de plus lourd que la pièce. Il parla sans ornement d'un devoir égaré et retrouvé, d'une fiducie qui avait tourné le dos pendant que des hommes au sourire charmant transportaient des marchandises par une porte non verrouillée, et il refusa l'abri de son titre dans la syntaxe même de ses réponses. « Je suis responsable, » dit-il, puis, faisant face à son cousin à travers un gouffre drapé de velours et de procédures, il l'appela par son nom, Hargreaves, non pas vicomte, comme pour le ramener à l'homme qui avait écrit le mot sang et pensé grand livre. Hargreaves ricana, beau comme une lame, puis glissa, trop précis dans ses dates, trop désinvolte à propos d'une expédition, une nuit où le fleuve gela. Et la salle, comme un écolier à qui l'on a appris à ne pas bouger, se pencha en avant sans bouger. Le commis qui était autrefois parti en mer revint dans un manteau simple avec du sel encore dans ses manchettes et raconta à la cour comment les comptes avaient été salés à la place. La femme de chambre de Lady Séverin, petite et aux yeux fatigués, sortit de la poche de son tablier un ruban travaillé dans le même tissage qu'Élinor avait vu au poignet de Séverin, et dit, d'une voix qui ne s'excusait à personne, que la dame aimait mieux le motif que les couvertures. Dehors, une foule se rassembla dans la lumière du dégel, ne huant ni n'acclamant, écoutant, comme si la ville s'était souvenue de ses oreilles. Et au fil des semaines, tandis que témoignages et réfutations jouaient leur jeu sobre, l'attention devint le nouveau temps, non pas hystérique mais patiente, et Londres apprit, pour un temps, à inspirer sans tousser. Lors d'une suspension de séance, le couloir au portrait délavé observa de ses vieux yeux Élinor et Adrian se tenant assez près pour comprendre la respiration l'un de l'autre. Il regarda le long tunnel de tout ce qu'ils avaient risqué et demanda « Après la vérité, que reste-t-il » Et elle, qui avait brûlé et été trempée et choisissait encore le travail, répondit « Ce que nous avons créé ». Il toucha sa main gantée, sans fioriture, juste le poids et la chaleur de ses doigts rencontrant la couture à son poignet, et elle le laissa faire. C'était le plus petit et le plus énorme des oui, une promesse non pas de guirlande, mais de colonne vertébrale, et quand ils retournèrent au silence ouaté de la chambre, Élinor pensa, avec une fermeté qui n'avait pas besoin d'être courageuse pour être vraie, que ce qui est se garder dans l'ombre dépérit, et qu'ils étaient presque arrivés à l'air libre. La voix du juge, quand elle vint, fut une cloche qui ne se pressait pas, chaque mot frappé et autorisé à son cercle complet de son. Il parla de faits et de fraudes, de couvertures défaites par la charité et refaites en mode, et quand il plaça le vicomte Hargreaves et Lady Séverine à la place que leurs actes leur avaient méritée, coupables de fraude et de cruauté, les sentences tombèrent comme une pluie propre sur un sol desséché, non pas la vengeance, mais le temps corrigé. Un murmure parcourut la salle d'audience, comme le vent dans le blé, pas sauvage, juste soulagé. Et la belle bouche de Hargreaves se resserra en une ligne, qui avait oublié comment être un sourire, tandis que Séverin regardait fixement, comme si son reflet avait pour la première fois refusé de se tenir là où elle le mettait. Dehors, Londres attendait avec la patience qu'elle avait apprise. L'après-midi, des ordres furent signés et tamponnés, et au fil des jours, peu nombreux mais pleins, Sandbarton fut placé sous une nouvelle gouvernance qui commença par du thé dans des tasses ébréchées et se termina par des comptes équilibrés, le Marrow Trust mis à nu, sa honte comptée et ses actifs exposés à la lumière de l'hiver, jusqu'à ce que plus rien ne se cache.
puis restauré, non comme un couronnement, mais comme un grand livre aux colonnes assez claires, pour que même un enfant puisse tracer les sommes du doigt sans avoir peur. Monsieur Fallow, la mâchoire immobilisée et les yeux féroces comme un homme qui rongerait des cordes par la pensée, mit ses apprentis à l'encre et au fer. Les presses transpirèrent, et le souffle de la ville devint un brouillard humide de papier journal, et sur une édition spéciale, il glissa sous son titre 2 mots qui n'étaient pas une vantardise, mais une ossature. Nous endurons. Des hommes dans les cafés, des femmes au lavoir, une intendante de Saint-Barton qui tenait la page comme si elle pouvait la réchauffer, tous lurent et sentirent de leur dos se redresser. Ce soir-là, dans le salon de Madame Val, où le thé refroidissait dans la porcelaine, tandis que l'horloge léchait le silence de ses petites tiques polies, Adrian se tenait non pas comme un duc poursuivant la bienséance, mais comme un homme qui avait pratiqué l'humilité et l'avait trouvée meilleure compagnie que l'orgueil. Kit, dans la pièce voisine, faisait semblant de compter les cuillères à café et ne parvenait pas à empêcher son sourire de le précéder comme un chien errant. « Miss Hart, » dit Adrian, et sa voix n'avait rien de l'acier de la salle d'audience, seulement la fermeté qu'il avait vu traverser la fumée des quais. « Je vous le demanderai à nouveau, non pour vous protéger, non pour acheter le silence pour l'un de nous, mais pour vous inviter à ma vie, à mon labeur, à mon temps. Le voulez-vous » La réponse d'Elinor s'éleva comme une bougie prenant à la mèche. « Oui, » dit-elle, et le silence se mit à luire, et quand il s'avança et qu'ils s'embrassèrent, ce ne fut pas un triomphe, mais un sot, un vœu écrit bien avant que leur bouche n'ait appris le scénario, quand ce n'était que du travail, et la main sur la manche, dans un couloir qui sentait la laine et la patience. La pluie tapotait à la fenêtre comme pour demander à entrer. La Violette dans son médaillon tourna son petit visage têtu vers le jour, et Elinor, le pouce frôlant le verre, murmura « Sous verre, nous avons survécu, maintenant entrons dans l'air. » Et Madame Val, les regardant avec des yeux qui avaient mesuré de nombreuses folies et quelques rares fidélités, mit de côté le thé intact comme on met de côté la douleur. La ville expira, les âtres respirèrent plus vivement. Un enfant quelque part, peut-être dans un service qui n'avait plus d'écho, rit d'une voix comme du bois neuf en train d'être sculpté. Et le son courut le long des gouttières et descendit dans les pierres comme si les rues elles-mêmes avaient appris une autre façon de porter le poids. Des mois plus tard, le printemps arriva comme un pardon, posé doucement sur les épaules de la ville striée de suie. Des bourgeons firent de petites promesses sur des branches noires, et l'air, rincé et fin, semblait porter le son des horloges apprenant à garder un temps plus clément. Et par ce temps, Elinor et Adrian se marièrent lors d'une cérémonie aussi sobre et radieuse que la vérité, sans trompette, sans tiare, seulement son médaillon à son cou et son propre nom brillant comme une pièce de monnaie sur sa langue. Il la regarda comme si chaque syllabe de son vœu était une clé tournant dans une porte longtemps verrouillée en lui, et quand ils sortirent sous un ciel piqueté de soleil pâle, les cloches ne carillonnèrent pas, elles conversèrent, comme si la ville, elle aussi, avait appris la modération et le sens. Ils ouvrirent la maison de verre dans une maison de comptabilité rénovée, avec des fenêtres grandes ouvertes comme des poumons, enfin libérés. Des vitres polies quotidiennement, jusqu'à ce que la rue puisse se voir en train de voir. Des grands livres placés sur une table, où de petites mains pourraient apprendre que les chiffres ne sont pas des armes mais des cartes, et des portes qui refusaient de coincer. Une charnière huilée, une poignée honnête, pour que les enfants puissent s'exercer à entrer sans s'excuser. Il y avait des leçons de lettres et de calcul, et, discrètement, de courage, sur la façon de regarder un seuil sans y faire agenouiller sa peur. Elinor écrivit une chronique intitulée « Commencement » qui sentait le savon, l'encre et la lumière du fleuve. Les dockers la lisaient,
pendant leur pause thé, et s'essuyaient les yeux, comme si du sable y était entré, puis pliaient la page dans leur poche de poitrine, comme pour garder une allumette au sec contre le temps futur, tandis qu'Adrian, qui avait autrefois signé des traites de la taille de 10 toises sans en goûter le prix, passait ses matinées au marché à apprendre ce que coûte le pain en petits pains, et comment un demi-penny peut altérer le souffle d'une mère. Il revenait avec de la farine sous sa manchette et une nouvelle arithmétique, de portions, de patience, qui ressemblait plus à une prière qu'à un profit. Kit, tout en poignets vifs et en os qui s'allongent, devint apprenti commis et un excellent voleur de sourires. Une fois, il glissa une pomme dans son manteau et paniqua, puis la rapporta avec 2 autres, les posa et dit, le visage solennel comme un juge, « C'étaient les intérêts, Madame Hart, Miss, Elinor. » Et la pièce rit d'un soulagement qui lui apprit le calcul mieux que la craie. Il ajoutait maintenant des colonnes nettes, vérifiant 2 fois, ses pieds un peu moins prêts à courir parce que le monde à l'intérieur de ses fenêtres ne poursuivait pas. La ville observait avec une affection méfiante, mesurant cette nouvelle charité à ses livres ouverts et à ses portes ouvertes. Le scepticisme fondait lentement comme le givre, pas disparu, mais s'amincissant, une transparence à travers laquelle on pouvait voir son propre visage. Et au fil des semaines, une habitude s'installa, des commerçants s'arrêtant devant le tableau d'affichage pour lire les comptes étiquetés de date et de langage simple, un magistrat envoyant son neveu apprendre la grammaire du grand livre, une blanchisseuse se tenant sur le seuil juste pour sentir une pièce qui ne s'attendait pas à ce qu'elle se faufile. Leur mariage courait sous tout cela comme un moteur silencieux, des bottes partagées séchant près de l'âtre, une habitude de lire à haute voix qui transformait le langage en une sorte de pain, une dispute sur l'extravagance de 3 bougies quand 2 suffiraient de résolues par le rire et le compromis d'une seule flamme robuste déplacée plus près. Au lit, leur souffle trouvait un tempo partagé, et en plein jour leurs mains, cherchant la même plume, apprirent la chorégraphie du partenariat sans chichi. À l'été, une tempête venue du fleuve s'imposa et éclata, arrosant le mince jardin derrière la maison de verre, jusqu'à ce que la terre s'assombrisse en une échymose riche et prometteuse. Elinor se tenait sur le seuil avec la pluie, écrivant sur ses cheveux et le long de sa mâchoire, le médaillon frais contre sa peau, et la main d'Adrian dans son dos, stabilisant non pas la possession, mais la présence. Elle sentit alors une vie arriver pleinement, non pas le spectacle, non pas le procès, pas même le vœu, mais ceci. Des fenêtres ouvertes, des livres honnêtes, le rire tressé au labeur, une odeur de cour d'école de feuilles mouillées et de craie, et la connaissance que ce qui avait autrefois survécu sous verre prospérait maintenant à l'air libre. Des années plus tard, la maison de verre s'était installée dans sa musique, les pièces bourdonnant comme une ruche dont les abeilles avaient appris les lettres. Des enfants plus âgés se penchaient sur des ardoises à côté de plus jeunes et transmettaient, d'un contact aussi léger qu'une aile de papillon, l'astuce pour redresser une ligne tordue, pour croire, et la bibliothèque exhalait cette bonne odeur de savon et de papier qui est le meilleur parfum des pauvres civilisés. Les chaises grinçaient doucement, la craie tapotait, et la rue dehors apprenait à ralentir en atteignant leurs fenêtres, comme si même les chevaux faisaient un pas plus silencieux pour écouter. Kit, non plus un garçon luisant de pluie, mais un jeune homme aux larges épaules, avec des manchettes nettes et de l'encre faisant une province stable de ses doigts, se tenait à la grande table avec des colonnes alignées comme des soldats qui auraient déposé leurs fusils. Il proposa une expansion, 2 pièces de plus faites du magasin à côté, un 2e escalier pour la sécurité, un cours du soir pour les mères qui ne pouvaient apprendre de jour. Et quand Elinor applaudit, vivement et brillamment, pour le son de l'idée et pour lui, une rougeur monta à ses pommettes qui fit transparaître l'enfant
qu'il avait été à travers l'homme qu'il était, et il baissa la tête avec un sourire qu'il ne pouvait retenir. Adrian lisait à voix haute l'après-midi à un cercle de petits tyrans qui négociaient pour juste une page de plus avec la ruse solennelle des diplomates. Sa voix avait le timbre d'un homme qui a appris la douceur tard et l'aime par-dessus tout. Et quand il faisait le grognement d'un ours ou la soie du murmure d'un roi, les visages se levaient comme le font les fleurs, et un garçon avec une cicatrice à la tempe appuyait sa tête contre la botte d'Adrian comme si c'était un seuil qui ne se refermerait jamais sur lui. Elinor, qui avait donné son courage comme si c'était du pain pendant des années, donna son nom d'une nouvelle manière, publiant un volume d'essais de A-Glass sous le nom d'Elinor Hart. Elle lissa la page où se trouvait la dédicace, à ceux à qui l'on a dit de se taire, à ceux qui ne le pouvaient pas, et sentit dans sa poitrine l'endroit exact où la peur avait autrefois vécu relâcher son emprise. Des exemplaires parcoururent la ville dans des paniers et sous les bras, et la nuit, on vit un allumeur de réverbères lire à la lueur de sa propre flamme, les lèvres remuant. Alors que l'automne arrivait, les feuilles tapissèrent la cour étroite d'un bruissement comme un faible applaudissement. Elinor et Adrian s'y promenèrent bras dessus, bras dessous, le genre d'aisance qui ne vient que de la confiance gagnée, réchauffant l'air entre leurs manches, et la ville, qui avait autrefois toussé sur ses propres secrets, respirait facilement. Elle avait appris, un peu, à se tenir responsable et à se chérir. Ils retournèrent à Saint-Barton un jour aussi clair qu'une cloche. Il y avait des draps assez blancs pour faire honte aux nuages et des livres honnêtes comme le pain, les dos réparés par des mains soigneuses. L'intendante, qui avait autrefois répété la gratitude comme une réplique, pleurait maintenant sans répétition et s'essuyait les yeux sur un mouchoir cousu d'un reste de ses couvertures mal utilisées, l'agitant comme si c'était un drapeau dont la couleur signifiait la victoire et non la reddition. Dans leur fenêtre à la maison, le médaillon captait toujours la lumière comme une petite chapelle. Sous le verre, la violette endurait avec son pourpre patient, une preuve miniature de l'entêtement. Et quand l'après-midi s'étirait et que les lampes étaient allumées, les pièces de la maison de verre brillaient de l'or particulier, d'un bon grand livre à l'équilibre et d'un meilleur cœur au repos. Elinor toucha le médaillon et pensa, non plus avec douleur mais avec admiration. Sous verre, nous avons appris à vivre. Hors du verre, la vie pousse sauvage et juste, et le vent qui défilait le long de Fleet Street ne sonnait pas comme un avertissement, mais comme une page tournée vers davantage. Un soir ordinaire, lorsque les lampes projetaient leur cercle patient, et que le pouls de la ville était un battement gérable, la table de la maison de verre était mise pour beaucoup, des cuillères alignées comme de silencieux soldats, des bols exhalant de la vapeur, un pain à la croûte craquelée, révélant le miracle ordinaire du pain. À côté des assiettes se trouvait un grand livre, consulté et honnête, ses colonnes si nettement tracées que même les miettes semblaient tomber en ordre, et quelque part un enfant riait d'une blague si petite qu'elle tenait parfaitement dans une vie si grande. Telle était, enfin, la forme de leur triomphe, non pas des trompettes, ni du marbre, mais l'humble équilibre des contes et des cœurs, un foyer où le courage n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Cher auditeur, il y a une sorte de courage qui ressemble à la patience, la discipline quotidienne de ne pas se détourner. Il y a une sorte d'amour qui ressemble à l'attention, la veille sans glamour tenue au seuil que d'autres franchissent à la hâte. Et il y a une sorte de vérité qui ne vivra pas si elle n'est pas aérée, non pas comme un cri qui blesse, mais comme une fenêtre ouverte, un courant d'air qui vivifie une pièce et bannit l'humidité. Considérez comment la plume d'Elinor et le nom d'Adrian ne furent pas transformés en armes. Ils étaient des outils, l'un tranchant pour sculpter, l'autre large pour étayer, et avec eux,
Ils construisirent un lieu où les enfants apprenaient les lettres et l'arithmétique du pain, où les grands livres gisaient ouverts comme de l'eau claire, et où personne n'avait besoin de vivre éternellement sous verre, préservé, oui, mais sans respirer. Ils gardaient une violette dans un médaillon pour se souvenir de ce qui survit à l'abri, et ils ouvrirent des portes pour apprendre ce qui fleurit à la lumière. Dans vos journées, lorsque le silence semble la monnaie la plus sûre, souvenez-vous du refrain qui a parcouru nos rues et s'est imprimé sur les côtes de la ville. Ce qui est gardé dans l'ombre dépérit, ce qui est mis doucement en lumière peut grandir. Votre voix est une clé, votre sollicitude une lanterne, et même un petit faisceau peut tracer un chemin. Soyez tendre avec le moi que vous cachez. La créature effrayée qui a appris à retenir son souffle, offrez-lui une chaise à votre propre table, une gorgée de chaleur, un nom plus doux. Dites le mot difficile à quelqu'un qui peut le supporter. Non, assez, à l'aide, me voici. Et tenez-vous, non pas devant comme un sauveur, et non pas derrière comme une rumeur, mais à côté de ceux qui se risquent pour une meilleure bonté, aussi stable et sans vantardise qu'une main dans le creux d'un dos. Puissent vos soirées vous trouver avec une tasse chaude et un grand livre du jour qui s'équilibre en grâce. Puisse-t-il y avoir un ami dont l'écoute est un foyer, et une fenêtre où la pluie écrit ses poèmes fins et lisibles que vous pouvez presque lire. Puisse votre sommeil être sans trouble et votre réveil honnête. Merci d'avoir prêté vos heures calmes à ce récit, d'avoir parcouru son brouillard et ses éclaircies. Si vous souhaitez voyager à nouveau, revenez à ces pages, et nous nous retrouverons là où les histoires commencent, comme elles l'ont toujours fait pour nous, du premier souffle à la première encre, alors que Londres, plus vieille et plus douce d'une mesure, exhale, et que le verre, ayant contenu ce qui devait être gardé, brille sans vous priver de l'air.